Très bien, donc en attendant que la diapo ne s'affiche à l'écran, j'ai le grand plaisir de vous présenter une amie très chère, Divya Dwivedi, qui est un modèle pour nombre d'entre nous, parce que quand on lui parle, tout est possible. Nous nous battons constamment et elle nous donne l'énergie de nous battre. Pour dire deux mots de qui est Dwivedi, elle est philosophe et narratologue. Elle est basée en Inde. Elle est professeure associée de philosophie et de littérature à l'Institut indien de technologie basé à Delhi. Elle est également membre du comité de pilotage du campus intégré Université de Delhi et Sorbonne. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Elle travaille sur la fonction du destinataire, le racisme postcolonial et sur la psychoanalyse. Elle est également cofondatrice d'un journal multilingue ouvert avec Achille Mbembe, Mireille Delmas et d'autres. J'ai le grand honneur de vous passer la parole pour la conclusion de notre séminaire. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense honneur de prononcer la conclusion de cette conférence absolument passionnante organisée par Violetta et par l'Institut du cerveau qui nous a réunis, nous qui venons de tant de disciplines et de tant de régions du monde pour réfléchir collectivement au pouvoir de l'inclusion, un sujet qui est à la fois philosophique et politique pour moi et qui exprime même le lien nécessaire entre philosophie et politique. La diversité et l'inclusion, c'est quelque chose dont on parle dans les universités et les autres institutions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. C'est un nouvel impératif social qui vise à lutter contre les préjugés conscients et inconscients qui ont structuré nos sociétés. Ce nouvel impératif social est souvent décrit aujourd'hui, dans certaines parties du monde, comme une invention nord-américaine importée, voire imposée, y compris dans son nom même, donc imposé au reste du monde par le biais de divers instruments internationaux de normalisation tels que le financement. Ce récit de choses imposées nous fait oublier les autres histoires de lutte réussie pour l'inclusion qui ont entraîné des changements politiques dans d'autres parties du monde, comme cela s'est produit en Amérique du Nord. Et dans ces luttes, pour moi, dans les plus importantes, c'est la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud que Jacques Derrida, le philosophe, a qualifié de dernier sursaut du racisme. J'ai un peu de mal avec cette description, mais c'est important. Il disait que l'apartheid était le seul sur la scène qui ose dire son nom et se présenter pour ce qu'il est, à savoir un défi juridique assumé par Homo politicus, un racisme juridique et un racisme d'État. Moi, ce qui me pose problème, c'est que je ne pense pas que l'apartheid soit le dernier sursaut du racisme et qu'il en reste beaucoup devant nous. Et nous devons ici donner d'autres exemples. La lutte pour la représentation proportionnelle qui a conduit à la politique des réserves en Inde, c'est ce dont a parlé ma collègue tout à l'heure avec beaucoup d'éloquence, et les luttes encore plus anciennes des femmes pour l'égalité, tant à la maison que dans les usines, dans les sociétés européennes en voie d'industrialisation au début du XXe siècle. Ce sont des mémoires que nous ne pouvons perdre. Les conditions qui favoriseraient l'inclusion des femmes ont également été décrites avec une étonnante prescience par Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle. Les crimes géopolitiques commis dans des régions comme l'Afghanistan et la Palestine aujourd'hui ont réduit à néant la diversité préexistante et l'inclusion relative des genres dans la vie éducative et professionnelle et ont renvoyé les femmes dans des prisons d'un type ou d'un autre. Donc il y a à la fois des leçons critiques et constructives à tirer de toutes ces histoires qui nous rappellent que l'exclusion est ce que j'appelle, à l'opposé de la diversité, ce que j'appelle la monoversité, qui sont pratiquées dans les institutions ainsi que dans les mémoires culturelles et institutionnelles. Ces histoires nous rappellent également que si la diversité et l'inclusion constituent un programme urgent dans ce que l'on appelle paresseusement le Nord global, ce sont les
universités du Nord global qui nous fournissent la matrice, l'inclusion de personnes non blanches et non hétéronormatives dans une vie publique auparavant blanche et eurocentrique n'est pas le seul impératif social. Les problèmes dont on a parlé aujourd'hui semblent s'inscrire dans le Nord global, qui est quelquefois synonyme de blanc. Les sociétés hétérogènes d'Afrique du Sud ou d'Inde doivent lutter contre des exclusions tout aussi importantes, sinon plus, car dans ces sociétés, les exclus sont la majorité, au point que le terme inclusion semble bien faible pour désigner l'importance du changement qu'il reste à accomplir. C'est pour accentuer l'impératif social silencieux que nous devons vivre partout dans le monde et pas seulement dans ou contre le Nord global que j'ajoute le mot égalité au mot diversité et inclusion. Donc je vais maintenant vous parler de l'égalité en vous donnant un exemple qui provient de la société dont je suis originaire. Nous le savons et la pandémie nous l'a rappelé avec acuité que la majorité du monde souffre. Nous sommes également conscients du fait que cette souffrance peut être évitée car ce n'est pas un destin, mais un état dont les conditions persistantes ont été assurées par les régularités qui composent notre monde. Les inégalités institutionnalisées entre les personnes et les communautés, la reproduction systématique de la privation des biens et la détérioration des environnements qui soutiennent la vie. L'agencement actuel des composantes de notre monde globalisé n'est pas à la portée des individus ou même des institutions individuelles, mais a été maintenu par de gigantesques sociétés technologiques, par des organisations économiques, puis par des États-nations qui exercent leur fonction de copinage en déployant le mythe des identités nationales, raciales et religieuses dans certains cas, et de leur statut de victime postcoloniale dans d'autres cas. Dans ce dernier exemple de victimes postcoloniales, ces derniers se sont retirés de la fonction de... Donc les États-nations se sont retirés de la fonction de l'État qui était de s'occuper du peuple. Et au contraire, ils ont perfectionné une politique de population meurtrière, de discrimination et de persécution, légale et illégale, qu'ils perpètrent en toute impunité sur les citoyens, sur les dépossédés et sur les réfugiés. Et c'est ainsi que j'aime à citer un musicien que j'aime et qui demandait « Qu'est-ce qu'il y a de si extrême dans l'extrême droite ?» Les pouvoirs spécifiques dont disposent quelques hommes et quelques institutions, les institutions économiques, judiciaires, législatives, les technologiques, empêchent la majorité d'accéder collectivement aux moyens de prévenir cette souffrance généralisée et aiguë. Et cela inclut le changement climatique. L'existence de ces irrégularités rend toute pensée d'une précarité ontologique, d'un destin historique de l'être, ainsi que du mal, comme problème théologique totalement dérisoire face à la souffrance de la majorité des personnes dans le monde. Ce ne sont pas des défis ontologiques, mais politiques. Dans le discours public, qui n'est plus tenu à distance des portes des universités, mais qui s'y engouffre, et qui s'y engouffre à toute vitesse récemment, on voit se développer l'allophobie et la porophobie, c'est-à-dire la haine de l'autre et la haine de la mixité. On sent une urgence dans les voix qui refusent de reconnaître que le monde d'aujourd'hui appartient à tous et relie tous les hommes et toutes les femmes partout dans des relations réciproques et inégales les uns avec les autres. On pourrait même dire que les problèmes pandémiques et écologiques d'aujourd'hui ont malheureusement et tardivement apporté quelque chose à la philosophie, à savoir une obligation de penser de nouveau le monde et le démos, et donc d'initier ce que j'appelle une pensée de la démocratie du monde. Dans mon travail avec Shaj Mohan, nous avons défini la philosophie comme la création de la liberté et la politique comme la lutte pour cette liberté. Je prendrai la liberté de réinterpréter la question soulevée par cette conférence
en parlant du pouvoir de l'inclusion comme étant le pouvoir de penser et de pratiquer l'égalité, la diversité et l'inclusion. D'un point de vue conceptuel, la diversité évoque une célébration de la différence, alors que l'égalité pourrait ressembler à une réduction égalisatrice de ce qui est similaire. Au contraire, l'égalité concerne deux choses. Je dirais que ça concerne bien deux choses. Tout d'abord, l'égalité, la dignité, et l'égalité d'opportunité et de disponibilité des conditions dans lesquelles les différentes personnes sont incluses. Deuxièmement, l'égalité concerne la disponibilité pour tous du pouvoir d'instaurer des conditions dans lesquelles les différents peuples, les différentes cultures, les différents talents sont inclus et favorisés par des ressources qui doivent être détenues en commun par tous les membres de la société. Selon Robert Bernasconi, père du champ disciplinaire que l'on appelle la philosophie critique de la race, qui travaillait sur Fanon, et je me permets un raccourci parce que je travaille sur ses écrits, et je vais citer ce qu'il disait sur Frantz Fanon parce qu'il était l'un de ses spécialistes. La conclusion de Fanon était que même si l'on devait, contrairement à ses propres convictions, attribuer une partie du problème d'un patient à sa propre constitution, à sa santé mentale, son aliénation était aggravée par des circonstances prédéterminées, et tant que ces circonstances ne sont pas prises en compte, toute amélioration de la maladie sera limitée. Donc on voit que l'amélioration n'est pas liée à la clinique, mais à l'extérieur de la clinique. Maintenant, je voulais vous parler de la société dans laquelle je vis. Entre 2019 et 2021, nous avons connu 35 950 suicides d'étudiants d'après les statistiques du gouvernement. L'absence de données socio-économiques les concernant n'est pas une simple négligence. Dans les établissements d'enseignement d'élite, donc l'ingénierie, enfin école d'ingénieurs, école de gestion, école de médecine, 122 étudiants se sont suicidés entre 2014 et 2021. Et sur ces 122 étudiants, 68 étaient issus des castes inférieures. La répartition démographique de cette relation d'exploitation et d'exclusion est très claire. Les castes supérieures opprimantes représentent moins de 10% de la population indienne et constituent donc une minuscule minorité, alors que les castes inférieures opprimées, y compris les intouchables, représentent 90% de la population. À partir de ces statistiques, qui doivent toujours être confirmées au niveau national, on peut conclure que la majorité des suicides d'étudiants en Inde sont imputables à la caste, étant donné que les castes inférieures constituent la majorité de la population indienne. Selon les mots obsédants de la note de suicide laissée par un doctorant Dalit en 2016, il écrivait « Jamais un homme n'a été traité comme un esprit en Inde ». Et cette phrase résume ce que l'on peut dire sur la psychologie et sur la philosophie en Inde. Pourquoi est-ce qu'un homme n'est jamais traité comme un esprit? Car un esprit est capable d'interagir avec les composantes du monde immédiat et médiat, de le penser et de l'imaginer autrement. L'esprit est capable d'introduire des changements dans les fonctions et les régularités des composantes. Mais la caste, en tant que principe civilisationnel, englobe la vie des gens et a un impact sur la santé physique et mentale en les réduisant à leur identité immédiate et à leur possibilité la plus proche. Là encore, je tire ces mots directement de cette note de suicide. Une identité immédiate et la possibilité la plus proche. L'identité immédiate, c'est l'attribution d'une caste à une personne en raison des parents dont il est né. La caste n'est pas physique ni métaphysique, elle est hypophysique, car elle considère la valeur, supérieure ou inférieure, est intrinsèque à la nature humaine et elle attribue institutionnellement une valeur graduée à une personne qui est prédéfinie comme ayant une nature immuable, née dans une caste supérieure ou inférieure en raison des parents, et donc l'intelligence, la valeur, la beauté, le résultat des châtiments et de l'action, le succès, l'échec dans la vie et dans la vie à venir, toutes ces valeurs sont
transmises dans la nature du corps tel que né. L'hypophysique de la caste ne permet pas de traiter l'homme comme un esprit, car un esprit peut dissocier la valeur attribuée à la naissance et à la nature de la réévaluer. L'esprit peut dissocier. Il peut dissocier la prédéfinition raciale que la caste trouve dans l'enfant afin que d'autres destins puissent être découverts. L'esprit dissocie également les groupes de leur isolement fonctionnel dans la scalologie préfixée de la caste et invente de nouvelles fonctions. Donc un balayeur peut rêver et devenir médecin. L'esprit peut inventer de nouvelles fonctions pour les personnes, pour les espaces, pour les objets, en dehors des prescriptions de la caste, et peut créer de nouvelles conditions sociales et politiques. Il peut également créer de nouvelles fonctions aux objets en dehors des descriptions de caste. Il peut créer des conditions politiques, des lois, des institutions différentes pour matérialiser ces nouvelles fonctions imaginées. C'est ce que Tchage et moi appelons la polynomie de l'esprit, la capacité d'être gouverné par le poly. L'esprit est polynomique parce qu'il aborde le monde comme pouvant être régulé par les lois multiples plutôt que confiné dans une loi éternelle. Et en sanskrit, on parle du Sanatana Dharma. C'est un mot un petit peu ancien, mais qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Et l'esprit s'oppose à tout cela. Dans son célèbre discours de 1936 intitulé L'annihilation des castes, Ambedkar, qui était juriste, économiste, sociologue, penseur et aussi architecte de la constitution indienne moderne, a noté la persistance d'une caractéristique fondamentale de la société indienne. Alors même que ces élites débattaient de la forme que la nouvelle nation en train de naître allait prendre, rappelez-vous, on était en 1936-37, il disait « La société hindoue en tant que telle n'existe pas. C'est une collection de castes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que les hindous forment une société ou une nation. » Et ensuite, il expliquait que ce n'était pas juste une diversité de castes, c'était une hiérarchie de castes. Le critère pour en former une, d'après Ambedkar, c'est d'avoir quelque chose en commun plutôt que de simplement avoir des choses similaires. Et la chose similaire la plus courante, c'est a priori la religion hindoue. Et c'est la raison pour laquelle Ambedkar parle de l'esprit antisocial de la soi-disant société hindoue. De tels critères précisent la véritable signification du mot communauté et c'est ainsi, et ça a été également décrit par Roberto Esposito et d'autres, et Ambedkar s'est inspiré de la Révolution française et des constitutions européennes de l'époque et a utilisé le mot fraternité. La fraternité n'ayant rien à voir avec les relations de frères de sang. Mais il disait « Une société idéale doit être mobile, pleine de canaux, permettant un changement, de communiquer un changement qui a lieu dans une partie de la société aux autres parties de la société. Dans une société idéale, il devrait y avoir de nombreux intérêts consciemment communiqués et partagés. Il devrait y avoir une fraternité de modes de contact. C'est la fraternité qui n'est autre qu'un autre nom pour la démocratie. Et nous pouvons comprendre que le fait d'avoir en commun la polynomie de tous les membres de la société comme projet commun pour soutenir la liberté de chacun nous permet d'avoir une société idéale qui doit être mobile avec une société de mode de contact. Ce qui veut dire que cela met en place les conditions pour un choix libre d'éducation, de profession, de partenaires, libre création d'entreprises et d'identification des amis, des familles, du genre, plutôt qu'à la reproduction d'identification et d'appartenance à des castes. Donc la société cérémonielle de caste, comme toute forme de société de discrimination telle que l'apartheid,
qui est fondée sur l'ascension, cherche à réduire la polynomie individuelle et collective, ainsi que la liberté de choisir. La caste et la race sont une forme de ce que Freud appelait le Verneinung, donc le déni de quelque chose dont nous savons tous qu'il existe, en nous et à l'extérieur de nous. La caste n'est pas quelque chose qu'il est difficile de conceptualiser, même si j'ai quelques différences d'opinion avec ma collègue de tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui existe. Et c'est là que j'en arrive au mot diversité. Et qu'est-ce qui, dans le mot diversité, ne capture pas l'urgence? Un grand philosophe indien très influent, lorsqu'on parle de laïcité, Rajeev Bhargava, présente la hiérarchie des castes comme une diversité verticale, je cite. Alors qu'il appelle l'existence de nombreuses religions et confessions une diversité horizontale. Et tout à coup, vous avez cette manière géométrique de définir les choses qui fait disparaître les problèmes d'inégalité. Tout ce qu'on a, ce sont des formes diverses de diversité, ce qui est plus admis. Donc, diversité horizontale, diversité verticale, c'est une forme de laïcité typiquement indienne et qui peuvent servir de modèle de tolérance dans le monde. La diversité verticale invisibilise la hiérarchie et l'inégalité, et on peut voir que la diversité sans égalité, sans impératif démocratique, n'est pas seulement symbolique, mais c'est aussi de la poudre aux yeux, et pire encore, un moyen de Verneinung. Le mot inclusion. Le terme inclusion est très vague, très large. Et je vais vous donner un autre exemple au niveau religieux. Aujourd'hui, l'hindouisme est le mot officiellement reconnu pour la majorité des Indiens et son contenu est considéré comme les pratiques et les textes anciens des Védas et les livres de règles sacrées ultérieures comme le Dharmashastra et les épopées sanskrites. Les auteurs, possesseurs et praticiens de ce corpus ont toujours fait partie des castes supérieures dont l'autodéfinition fondamentale était exclusive, c'est-à-dire que les personnes considérées comme inférieures étaient expressément tenues à l'écart et que leur dénigrement était le prémisse de leur exploitation. Ils étaient systématiquement exploités. En d'autres termes, l'exclusion s'est accompagnée d'une inclusion. Inclusion par exploitation, mais exclusion des réalités sociales et exclusion de l'éducation. Les voix des Dalits, les populations tribales et des minorités religieuses sont transmises au monde par le biais de ce même consensus. Le point de vue des Dalits sur l'Inde est qualifié d'antinational et d'extrémiste parce que le mode de vie des Dalits ne suit pas les pratiques hindoues dites dominantes et inclut la consommation de bœuf et la prière à des divinités que les Indiens du Nord-Ouest, qui se considèrent comme des Aryens et des Hindous, appellent des démons. Donc ces pratiques et ces dieux sont des démons, des asuras, comme établi par les Aryens védiques. Pendant tout ce temps-là, les castes supérieures ont gardé leur religion strictement pour elles, y compris les temples, et elles ont toujours exercé des violentes représailles contre les castes inférieures quand celles-ci tentaient d'emprunter les voies publiques à l'extérieur des temples. Donc ainsi, quelle que soit l'ancienne religion des castes supérieures, elle n'a pas pu être la religion de la majorité des Indiens. À moins d'appeler exploitation une forme d'inclusion par un usage pervers de la langue. Il n'y avait ni religion ni société en commun entre les castes supérieures et les castes inférieures. Cette exclusion profondément structurelle par le biais de l'inclusion se cache derrière l'impératif décolonial que les élites indiennes imposent aux institutions de l'Occident. C'est là pour protéger leurs intérêts. La décolonialité n'est pas une solution à l'inégalité de caste, qui n'est pas un problème d'origine coloniale, parce que ce n'est pas un problème qui est né avec le colonialisme.
L'ancien racisme de caste survit encore et le fait avec une fierté culturelle que les spécialistes des sciences sociales décoloniales comme Ashish Nandy opposent à l'eurocentrisme. Et c'est un point indirect pour revenir sur ce que disait Anna. L'hypophysique des castes est également à l'origine de la race et du racisme et de la racialisation en Europe. Et là, c'est quelque chose que l'on connaît, mais on connaît les faits, mais la compréhension reste vague. Il n'y a pas seulement une analogie entre caste et race, il y a une homologie entre les deux. Et vous allez immédiatement comprendre que j'utilise cela comme voulant dire ayant la même origine. Les castes étaient à l'origine des races en Inde. Ils avaient un ancêtre commun, les brahmanes de langue aryenne, et l'héritage qu'ils ont laissé à travers les siècles. Et tout cela est arrivé en Europe, même mal traduit, notamment les textes védiques, et c'est également arrivé aux Indiens contemporains, et les créateurs de races en Europe s'en sont venus à se considérer comme le même peuple arien, ou issu de ce même peuple arien, et finalement comme plus arien que les castes supérieures indiennes. C'est ce que disaient des penseurs comme Hodder qui ont travaillé sur ce problème de l'identité aryenne. Mais pourquoi est-ce que les castes étaient à la source de certaines des théories de la race qui ont le plus proliféré et qui ont résulté dans l'Holocauste? Tout simplement parce que les castes, c'était l'évidence, la preuve que les grands groupes pouvaient être dominés, exploités et également exclus grâce à la supériorité autoproclamée du groupe oppresseur. C'était un trait de génie par lequel le groupe oppresseur avait trouvé un nom pour se désigner. C'était le mot arien qui veut dire noble et supérieur. Il n'y a pas d'autre exemple de durabilité qui désigne, avec un groupe qui se désigne comme étant l'idole et le maître. Et je cite maintenant Frantz Fanon. C'est quelque chose qui montre que les grands groupes peuvent être dominés mais également exclus par ces textes. Et donc, plutôt que d'être une construction néocoloniale, la caste est le plus ancien type de racisme. Il trouve de moyens pour se transformer et se perpétuer dans les conditions modernes où existent de nouvelles pressions pour la démocratie. Des générations d'anthropologues, de linguistes tels que Humboldt, Dumézil, Louis Dumont, mais également des spécialistes des sciences sociales comme Ashish Nandy ont étudié la partie de l'Inde appartenant à la caste supérieure tout en la prenant pour le tout de l'Inde. Et c'est là que les positions peuvent s'écarter. Presque invariablement, ils ont appréhendé et présenté l'Inde du point de vue textuel, religieux, et si des efforts ont été faits, et là je suis d'accord avec Ravenda, il y a une résistance active qui se traduit par la crise politique que nous vivons actuellement en Inde. Donc il ne faut pas sous-estimer cela. Ça se renforce et cela donne forme à cette nouvelle identité par l'excellence et le mérite. Mon dernier point, c'est sur la philosophie et la politique. Si je peux très rapidement définir la culture, c'est un ensemble de régularités dans lesquelles les processus et les pratiques se répètent en passant par des objets spécifiques, des genres de choses. Si l'on peut dire que la philosophie est une culture, alors aujourd'hui, y compris la culture des pays du Nord, de la culture universitaire, alors la culture philosophique se confond avec la culture universitaire et ses co-articulations avec la sphère publique élargie. Par conséquent, l'exclusion de la philosophie s'accompagne de l'exclusion de toutes les sphères d'activité où s'exerce le pouvoir et le contrôle.
Donc, c'est pour cela qu'on exclut les femmes et les classes les plus basses de la philosophie. Mais si nous avons suffisamment évoqué les conditions d'inclusion qui permettraient d'inclure davantage de femmes dans des disciplines traditionnellement masculines comme la philosophie ou les sciences, on a parlé des canons et programmes exclusivement masculins et exclusivement blancs, des bourses, des congés de maternité et de paternité, mais aujourd'hui nous sommes confrontés à deux types de problèmes. Un problème ancien, à savoir le fait que nous ne parlons pas avec la même intensité des vieux racismes qui survivent dans des systèmes de caste, et qui continue de survivre également en Europe depuis des siècles et qui n'est pas prêt de mourir si l'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et le nouveau problème, c'est la place de la philosophie elle-même qui devient rapidement marginale par rapport aux discussions plus importantes sur le monde, même dans lequel elle était traditionnellement exclue. Aujourd'hui, ce sont les techno-entreprises et les institutions financières mondiales qui prennent les décisions les plus importantes sur notre vie. Les premières revendiquent même l'exclusivité de la pensée en redéfinissant la pensée elle-même comme un calcul et en cherchant agressivement à transférer cette fonction à l'intelligence artificielle. La liberté de générer et de partager de nouvelles possibilités est inséparable de notre perception des moyens matériels par lesquels les régularités qui organisent nos vies se font et se défont. Ce sentiment selon lequel nous pouvons imaginer des moyens de défaire l'agencement actuel des régularités nous oblige à nous battre pour eux. La politique n'est rien d'autre que cette lutte dans le monde au présent. Et ça me ramène à ma définition, la politique c'est un combat pour changer les régularités du monde et pour ouvrir les polynomies du monde. La démocratie, c'est l'autre monde de cette responsabilité que nous partageons tous les uns avec les autres. À notre époque, où tous les flux et tous les problèmes sont liés au monde entier, la responsabilité et la démocratie ne peuvent être régionalisées, ni dans le passé, ni à l'avenir. Au contraire, nous nous préoccupons aujourd'hui de la démocratie dans le monde afin que les peuples du monde, qui sont tous impactés par les décisions des entreprises qui sont une taille mondiale, mais qui n'ont jamais été consultés sur ces décisions, puissent enfin participer à l'organisation de leur vie. La philosophie doit réfléchir à ce que signifie être un peuple, sans être déterminé en dernière instance par le lieu, la langue, l'ascendance et les traditions auxquelles on appartient. Un peuple du monde qui peut penser au nom de tous. La philosophie elle-même, c'est jusqu'à présent penser en termes de régions et d'identités telles que Ouest, Est et dans l'opposition à cette façon de penser qui n'a pas trouvé d'autre possibilité que ce que j'appelle l'ethnophilosophie, à savoir un rejet de la philosophie occidentale et la remontée d'anciennes traditions, comme si c'était un musée de la pensée. Le sens premier de l'activité de philosophe en Inde, pour moi, c'est de trouver les moyens de déplacer le poids oppressif de l'ordre des castes qui continue d'organiser notre vie sociale et qui instrumentalise avec succès toutes les nouvelles technologies et formes de vie, qu'elles soient féodales, socialistes ou capitalistes, pour perpétuer sa logique racialisante et ségrégationniste. Faire philosophie doit signifier inventer un nouveau sens de l'être et du vivre ensemble, inventer de nouvelles libertés, inventer de nouvelles façons d'être et de se rapporter au monde. On dit que l'homme est l'animal qui peut faire des promesses. Et l'homme peut se lier à des objectifs qu'il définit lui-même. C'est un avenir que nous pouvons partager ensemble. Et nous avons la responsabilité de prendre nos responsabilités. Je vous remercie pour votre attention. Well, thank you, Divya. It's hard to be after you because I'm going to
It was wonderful, and we have lots of to discuss, so please stay because there is a cocktail after my acknowledgements. So here I want to thank all the people who made it possible. So the technical staff, the communication department, the administrative support, and all the French translators who are working hard all day. But also, voilà, big applause to all of them. The speakers and chairs, because we were lucky to have amazing people among us, and we were quite proud. It was a little bit difficult and chaotic to prepare this workshop because of a geopolitical situation and also the strikes in France. That seems to be like all the time. We should get used to it, I guess. And for our speakers, we thought that you will go back with a gift, which is the book Career and Family of the Nobel Prize winner Claudia Goldin, that I think, Matthias, like you quoted her. So it's just a book where she's taking an in-depth look at the diverse experience of college-educated women, like from a whole century to today, examining their aspiration and how there are barriers in terms of career, job, marriage, and children. And what is interesting is also the conclusion is like how we have to make fundamental changing on the way we work and how we value like the difference between caregiving, but work, we can extend it to how do we put the value into the work and into the meanings of what we are doing, right? And last but not least, my partners in crimes, like they are all amazing, and they work very hard. So I would like you to like make a big applause to all of them because they did an amazing job. And because we want to be sure that you had a great experience, and I forgot something which is very important, is to thank actually the Paris Brain Institute because they're really like supporting us. They're giving us all of the budget so we have an amazing like, video recording that then can be on YouTube and people can hear all of you, so we are very excited by that. So please make sure that you can, spread our YouTube channel for that. And this is why we have this QR code, so you can put your, what would you like us to talk about next time? And is there anything special, you would like us to do in 2 years from now? And if you were happy about the sessions and all the, speakers. And now I would like all the speakers who are still here and the organizing committee to come to the stage, because like this we can have a big final picture of all of us, if you would like to join me.